Je me tenais dans un coin du salon de mes parents, un verre de crément à la main, dont la fraîcheur s'était évaporée depuis longtemps. La réception de Noël de la famille Chen battait son plein. 70 membres de la famille étaient entassés dans une villa conçue pour en accueillir à peine 20. L'odeur du chapon rôti et des épices se mêlait aux effluves de parfums coûteux et à une atmosphère empreinte de jugement. « Émilie, ma chérie, approche », la voix de ma mère fendit le brouhaha. Elle se tenait près du piano à queue avec ma tante Sarah, mon oncle Robert et un groupe de cousins que je reconnaissais à peine. Son sourire était aussi éclatant qu'acéré. « Raconte à tout le monde ton nouveau travail. » Je redoutais ce moment depuis que j'avais franchi le pas de la porte 3 heures plus tôt. « Je travaille à l'hôpital métropolitain », dis-je simplement, en gardant un ton neutre. « Elle est bien modeste », lança ma mère avec ce rire particulier, celui qui annonçait toujours une remarque cinglante déguisée en affection. « Elle répond juste au téléphone là-bas. Elle touche à peine le SMIC, mais nous sommes fiers qu'elle ait enfin un emploi après toutes ces années d'études. » La façon dont elle prononça le mot « études » laissait entendre que j'avais passé une décennie à peindre avec mes doigts. Tante Sarah me tapota le bras avec une pitié condescendante. « Au moins, c'est un travail honnête, ma grande. Tout le monde ne peut pas réussir comme ton frère. » David saisit l'occasion pour s'approcher, auréolé de sa signature immobilière dont il nous avait déjà parlé 12 fois dans la soirée. À 32 ans, il était l'enfant prodige de la famille, brillant, charmeur, marié à une avocate et absolument insupportable. « Salut Em », fit-il en me donnant une tape sur l'épaule assez forte pour me faire grimacer. Toujours à gérer les rendez-vous à l'accueil? Quelqu'un doit bien faire le travail ingrat, n'est-ce pas? Je ne travaille pas à l'accueil, commençai-je, mais ma mère parlait déjà par-dessus moi. Nous disons aux gens qu'elle travaille dans le secteur de la santé, confia-t-elle à ma tante dans un chuchotement calculé pour être entendu de tous. Ça sonne mieux que « standardiste ». Bien qu'honnêtement, après tout l'argent investi dans son éducation, nous espérions mieux pour elle. J'entendais des variantes de ce discours depuis 6 ans, depuis que j'avais renoncé à expliquer ce que je faisais réellement. C'était plus simple de les laisser croire ce qu'ils voulaient plutôt que de les voir balayer la vérité d'un revers de main. Tu te souviens quand elle disait vouloir devenir neurochirurgienne? Ajouta l'oncle Robert en faisant tournoyer son whisky. On trouvait ça adorable. Les enfants ont une imagination débordante. Tante Sarah soupira. C'est dur quand ils doivent affronter la réalité. Ma cousine Jennifer, de 3 ans ma cadette, récemment nommée adjointe de direction dans une boutique de luxe, me lança un regard compatissant. Ça doit être difficile, Émilie. Voir tout le monde réussir pendant que tu restes coincé à répondre au téléphone. Mais bon, au moins tu as un travail, non? Je bus une gorgée de crément tiède sans répondre. C'était la dynamique des chaînes dans laquelle j'avais grandi. Mes parents avaient quitté Taïwan les mains vides, bâti une entreprise d'import-export florissante à force de sacrifices, et attendaient de leurs enfants qu'ils deviennent médecins, avocats ou cadres dirigeants. David avait obéi en devenant un magnate de l'immobilier. Moi, je les avais déçus. Ou du moins, c'est ce qu'ils croyaient. Combien gagne une secrétaire d'hôpital, d'ailleurs? Demanda mon cousin Marcus, sincèrement curieux. Il était ingénieur logiciel dans une start-up. Genre 30 000 par an. Si elle a de la chance, ricana David. Ce sont des jobs sans avenir, au salaire minimum, sans avantages sociaux. On lui avait proposé un poste dans notre société, intervint mon père, rejoignant le cercle avec son air désapprobateur habituel. Au secrétariat. Mieux payé. Mais elle a insisté avec son hôpital. J'aime le milieu hospitalier, dis-je doucement. Répondre au téléphone, ce n'est pas le milieu hospitalier, ma petite, corrigea ma mère. C'est du travail administratif. Il y a une différence. Mon bipé vibra dans mon sac. Je l'ignorais. Probablement juste une consultation de routine que l'un de mes internes pouvait gérer. Le pire, poursuivit ma mère en revenant sur son sujet favori, c'est que nous avons payé pour toutes ces études prestigieuses. 7 ans d'université. Et pourquoi? Pour planifier des rendez-vous? 8 ans, je corrigeai machinalement. Et un fellowship. Ma mère fit un geste de la main pour balayer ma remarque. Peu importe, c'était cher et visiblement inutile. Peut-être qu'elle n'était pas assez intelligente pour la vraie médecine, suggéra Jennifer en essayant de paraître bienveillante, sans succès.
Tout le monde n'a pas les capacités. Au moins, elle a trouvé quelque chose à sa portée. Mon bipé vibra de nouveau, plus intensément. Je vous aime, Em, dit David sur un ton qui annonçait tout le contraire. Mais tu dois admettre qu'à 31 ans, faire un travail de bureau, c'est un peu gênant. La plupart des gens ont une vraie carrière à cet âge. Elle a toujours été la pragmatique, dit tante Sarah. Pas brillante comme David, mais stable. C'est important aussi. Le bipé ne s'arrêtait plus. Je le sortis discrètement. Code noir. Traumatisme présidentiel. Chef de neurochirurgie requis immédiatement. Anévrisme cérébral rompu. Aucun autre chirurgien qualifié. Mon sang ne fit qu'un tour. Le code noir était réservé aux urgences médicales de sécurité nationale. Le patient était quelqu'un de crucial, et un anévrisme rompu signifiait que cette personne était en train de mourir. J'avais 20 minutes pour atteindre l'hôpital avant que les lésions cérébrales ne deviennent irréversibles. Émilie, tu m'écoutes au moins. Le ton de ma mère était piquant. On parle de ton avenir. Le moins que tu puisses faire, c'est d'être attentive. Je dois passer un appel, dis-je en sortant mon téléphone. Tu vois? C'est exactement ce qu'on dit, lança David au groupe. Aucune concentration. Aucune ambition. Juste à se laisser porter par la vie. Je m'éloignai et composai le numéro direct du bloc. Chen, dis-je dès que quelqu'un décrocha. Faites le point. Maintenant. Chef, c'était le docteur Patel, l'un de mes internes seniors. Sa voix tremblait. Nous avons le chef de cabinet du président qui arrive. Anévrisme cérébral rompu pendant le dîner d'État en ville. Le service de sécurité l'amène. Délai, 7 minutes. Le docteur Morrison a essayé de se préparer, mais il n'est pas habilité pour ce niveau d'intervention. J'arrive dans 20 minutes, l'interrompis-je, mon esprit passant déjà en mode opératoire. Patient de haut profil. Pression politique immense. Seules 3 personnes en France étaient qualifiées pour cette opération, et j'étais la seule en ville. Préparez le bloc 1. Que la neurologie se tienne prête. Je veux un scanner complet dès son arrivée. Préparez l'anesthésie pour une intubation immédiate. Et faites venir le docteur Martinez. Elle est habilitée aux procédures de niveau présidentiel. Oui, chef. Le service de sécurité demande à vous voir personnellement. Dites-leur que je suis en route. Et Patel, personne ne le touche avant mon arrivée. Personne. Je raccrochai et me tournai vers ma famille. Ils me fixaient tous avec une confusion grandissante. C'était quoi ça? Demanda ma mère suspicieuse. Je dois aller à l'hôpital, dis-je en calculant déjà mon trajet. 15 minutes sans trafic. 17 avec les feux. Trop long dans les 2 cas. Tu vois? C'est ce que je disais, lança ma mère à tante Sarah. Il l'appelle pour des heures sup un soir de réveillon parce qu'elle est juste standardiste. Il ne respecte pas son temps. C'est terrible, convint Jennifer. Tu devrais t'imposer, Émilie. Quelqu'un est probablement tombé malade et ils ont besoin qu'elle réponde au téléphone, suggéra David. Typique du bas de l'échelle. Mon téléphone sonna. Le directeur général de l'hôpital métropolitain. Dr Chen. Émilie, Dieu merci, la voix du directeur Harrison était tendue. Je sais que vous êtes en famille, mais nous avons une situation. Je suis au courant, le dossier est critique. Anévrisme rompu, au dignitaire. Je pars. Préparez tout comme je l'ai ordonné. Sécurisez le bloc et activez les protocoles de sécurité. Les agents sont déjà là, ils vérifient vos accréditations. Dites-leur de consulter la base de données de sécurité nationale. Je suis habilité niveau 5 pour les procédures présidentielles. Et Harrison, imposez un blackout médiatique. Rien ne doit filtrer avant mon feu vert. C'est déjà fait, nous avons déclaré une admission VIP de routine. Bien. J'arrive dans 14 minutes. Je raccrochai et regardai ma famille. Ils étaient pétrifiés, me regardant comme si je parlais martien. Émilie, dit ma mère lentement, à qui parlais-tu? Je dois vraiment y aller, dis-je en attrapant mon manteau.
Il y a une urgence à l'hôpital. Quel genre d'urgence? Exigea mon père. Qu'est-ce qu'une secrétaire pourrait? Mon téléphone sonna encore. Un numéro de l'Élysée. Docteur Chen à l'appareil. Chef Chen, ici l'agent spécial Morrison de la sécurité. Nous avons une situation, code noir, concernant un membre du cabinet. Nous avons besoin de la confirmation que vous êtes en route pour pratiquer l'opération. Confirmé. Je quitte mon domicile maintenant. Arrivée prévue à l'hôpital dans 13 minutes. Le patient ne doit pas être déplacé avant mon arrivée. Je veux un balayage complet du bloc avant mon arrivée. Compris, chef. Une escorte vous attendra à l'entrée. Vos accréditations sont vérifiées. Merci, agent Morrison. Je raccrochai et retrouvai ma famille dans un silence total. Même la bouche de David était entr'ouverte. Émilie, dit tante Sarah avec précaution, pourquoi cette personne t'a appelé, chef? Je dois y aller, répétai-je en enfilant mon manteau. Une vie en dépend. Attends. La voix de ma mère avait perdu sa condescendance. Que fais-tu vraiment dans cet hôpital? Je m'arrêtai sur le seuil. Pendant 6 ans, j'avais laissé les gens croire ce qu'ils voulaient. C'était plus simple que de voir leur mépris. Mais là, quelqu'un mourait. Je n'avais pas le temps pour ce débat. Exactement ce que vous pensez. Je travaille à l'hôpital. Mais cette personne t'a appelé, chef, dit Jennifer, confuse. Chef de quoi? Mon bipé vibra. Patient arrivant. 2 minutes. Hémorragie massive. Je dois vraiment y aller, dis-je avant de sortir. Derrière moi, j'entendis David marmonner, c'était bizarre, non? Pourquoi le service de sécurité appellerait une standardiste? Je courais déjà vers ma voiture. Le trajet prit 11 minutes. J'enfreignis plusieurs lois de la route, mais la police avait dégagé le passage. Je reçus 3 autres appels pendant le trajet, le docteur Martinez confirmant son état de préparation, le directeur Harrison sur l'état du patient, et mon administrateur de département. À l'hôpital, un agent vérifia mon identité et m'escorta par une entrée dérobée. Nous arrivâmes au bloc par un ascenseur sécurisé. Le patient est critique, docteur Chen, me dit l'agent Morrison. Nous savons que vous êtes la seule chirurgienne de la région avec l'expertise nécessaire. Je suis au courant, répondis-je, l'esprit déjà en mode chirurgie. Tout le reste, ma famille, leurs commentaires, leurs suppositions, avaient disparu. Seul comptait la procédure, le patient et le compte à rebours. Le docteur Martinez était là, prête. Chef, le patient est au scanner. Anévrisme de l'artère communicante antérieure rompue avec hémorragie sous-arachnoïdienne. Tension en chute. Il est intubé. Temps depuis la rupture? 37 minutes. Je jurai intérieurement. C'était la limite. Préparez la craniotomie immédiate, ordonnai-je. Je veux une surveillance neurologique en temps réel. Le docteur Patel, depuis le poste de contrôle, confirma. Les images du scanner s'affichèrent. L'anévrisme avait rompu de manière catastrophique. Si je n'agissais pas dans l'heure, le patient subirait des lésions irréversibles ou mourrait. Le bloc est prêt. Let's go. J'entrai dans la salle. Autour de moi, les agents de sécurité observaient chaque geste. Le patient était en position. Allons sauver une vie. Je tendis la main, l'infirmière me donna le scalpel. La précision était extrême. Le cerveau ne tolère aucune erreur. 3 heures plus tard, je visualisais enfin l'anévrisme. Une poche de vaisseau affaiblie, rompue. Délicatement, je l'isolai. Clip. L'infirmière plaça la pince en titane dans ma main. C'était le moment critique. Je plaçai le clip, vérifiai la position, ajustai. C'est bon. Le flux sanguin vers l'anévrisme est arrêté. Docteur Patel, constante? Tout est normal, chef. Excellente nouvelle. Nettoyer l'hématome résiduel est fermé. 90 minutes plus tard, je m'éloignai de la table. C'est fini. Envoyez-le en réanimation neurochirurgicale. Surveillance étroite, je veux des mises à jour toutes les 2 heures.
Brillant travail, comme toujours, dit le docteur Martinez. Je retirai mes gants, épuisé. 5h30 d'opération, plus le stress de ma famille. À la sortie, le directeur Harrison m'attendait avec un homme en costume impeccable, le chef de cabinet adjoint Richardson. Dr Chen, le président tenait à vous remercier personnellement. Nous savons que vous avez quitté une réunion de famille pour cela. Votre dévouement est apprécié au plus haut niveau. Juste mon travail, monsieur. La nation a de la chance de vous avoir. Chef de neurochirurgie à 31 ans, plus jeune de l'histoire de l'hôpital. Plus de 300 chirurgies cérébrales réussies. Le président a spécifiquement demandé que ce soit vous. Je hochai la tête, fatigué. Je vous en prie. Maintenant, excusez-moi, je dois voir mon patient. Il était près de 3h du matin quand je quittais l'hôpital. Tout allait bien. Je rentrais chez moi, écrasé par la fatigue. Mon téléphone bourdonnait, 43 appels manqués, 67 messages. Ma famille. Maman, Émilie, rappelle-moi. David, et M, c'est quoi ce bordel? Ton nom est partout aux infos. Jennifer, OMG, Émilie, c'est vraiment toi? CNN dit que tu es l'une des meilleures chirurgiennes du pays. J'allumai la télévision. Mon visage était sur CNN. Le docteur Émilie Chen, chef de neurochirurgie à l'hôpital métropolitain, a sauvé un haut responsable gouvernemental ce soir. Je coupai la télé. Mon téléphone sonna. Émilie? La voix de ma mère était tremblante. Les infos disent que tu es neurochirurgienne. Que tu es chef de service. Neurochirurgienne, corrigez-je. Et oui, je le suis. Silence. Mais tu as dit que tu travaillais à l'hôpital. Je travaille à l'hôpital. Tu nous as laissé croire que tu étais standardiste. Non, dis-je doucement. Vous avez décidé que j'étais standardiste. J'ai juste arrêté de vous corriger. Pourquoi? Si tu es chirurgienne, pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Je m'assis sur mon canapé, fixant la fenêtre sombre. Tu te souviens d'il y a 6 ans, quand je t'ai annoncé que j'avais été nommé chef de service? Silence. J'avais 25 ans. La plus jeune de l'histoire de l'hôpital. Je venais de publier une étude révolutionnaire. J'étais tellement fier de vous l'annoncer. Je ne m'en souviens pas. Tu as dit que c'était un titre pompeux pour une « doctoresse » ordinaire. Que la transaction immobilière de David cette semaine-là était plus impressionnante. Que je devrais me concentrer sur le fait de trouver un mari plutôt que de poursuivre ma carrière. J'entendis son souffle court. Après ça, j'ai arrêté d'expliquer. Chaque fois que je parlais de mes recherches, tu faisais une remarque sur le fait que je perdais mon temps. Alors, j'ai fini par vous laisser croire ce que vous vouliez. C'était plus simple. Émilie, on ne pensait pas. Tu as demandé combien gagne une standardiste, dis-je. Je gagne 470 000 par an, plus les bourses de recherche. J'ai un appartement en centre-ville. J'ai remboursé mes prêts étudiants il y a 3 ans. J'ai une carrière brillante. Je sauve des vies. Et rien de tout cela ne comptait pour vous parce que ça ne collait pas au narratif que vous aviez décidé sur moi. On est ta famille, dit ma mère en pleurant. On t'aime. On n'a juste pas compris. Vous ne vouliez pas comprendre, corrigez-je doucement. Vous aviez besoin que je sois l'échec de la famille pour que David soit le succès. Ce n'est pas vrai, Émilie, c'est injuste. Peut-être, convainc-je. Mais c'est la réalité. Et je suis trop fatigué pour débattre. Je viens de passer 5 heures à opérer un homme qui serait mort sans mon expertise. Je vais dormir. On en parlera plus tard. Émilie, attends. Je raccrochai et éteignis mon téléphone. Le lendemain matin, mon immeuble était encerclé par des vents de presse. Le concierge m'appela. Docteur Chen, vous avez des visiteurs dans le hall. Dites à la presse que je ne donne aucune interview. Ce n'est pas la presse, madame. C'est beaucoup de gens. Ils disent que c'est votre famille. Je fermai les yeux. Envoyez-les monter. 5 minutes plus tard, tout le monde était là. Ils restèrent debout dans mon entrée, observant mon appartement, mes livres de médecine, mes récompenses.
Émilie, commença ma mère. Avant que quelqu'un ne dise quoi que ce soit, je l'interrompis. Je ne vous ai rien dit parce que vous avez rendu évident le fait que vous ne vouliez pas entendre. Nous ne savions pas, dit Jennifer. Vous n'avez jamais demandé, rétorquai-je. Pendant 6 ans, aucun d'entre vous n'a demandé ce que je faisais vraiment. Vous avez juste supposé. David passa une main dans ses cheveux. Je suis désolé. Vraiment. Les choses que j'ai dites hier étaient méchantes, mais honnêtes, finis-je. Vous vouliez croire que j'étais une moins que rien parce que c'était plus facile que de reconnaître mon succès. Nous sommes fiers de toi, dit mon père d'une voix rauque. L'êtes-vous vraiment? Hier, vous aviez honte de moi. Vous avez raconté à 70 personnes que je touchais le SMIC. Vous avez dit que mon éducation était gâchée. Tante Sarah baissa les yeux, honteuse. Émilie, ma chérie, on n'a pas compris. Vous n'avez pas essayé de comprendre, dis-je. Maman s'avança. Émilie, tu as raison. On s'excuse. On aurait dû t'écouter. On aurait dû être de meilleurs parents. Le silence s'installa. Je n'ai pas besoin que vous soyez fiers de moi maintenant que vous connaissez la vérité, dis-je doucement. J'avais besoin que vous soyez fiers de moi quand vous pensiez que j'étais secrétaire. J'avais besoin que vous me respectiez, quel que soit mon titre. On peut faire mieux, dit mon père. Si tu nous en donnes la chance. Je les regardais tous. Ma famille compliquée, jugeante. Ils étaient là, l'air sincèrement repentant. Je dois aller à l'hôpital, dis-je finalement. J'ai un patient en réa qui a besoin de moi. Mais je suis prête à avoir une vraie conversation. Plus tard. Quand nous pourrons tous être honnêtes. Maman hocha la tête, essuyant ses larmes. On aimerait beaucoup. Une dernière chose, ajoutai-je en ouvrant la porte. La prochaine fois que quelqu'un vous dit ce qu'il fait dans la vie, croyez-le. Et respectez-le. Peu importe si cela vous impressionne ou non. Ils sortirent lentement. David me fit un câlin. Jennifer demanda si on pouvait boire un café. Quand ils furent partis, je m'assis sur mon canapé, sentant le poids de ces 6 années de silence s'alléger. Mon téléphone vibra. Le docteur Martinez, chef, le patient est réveillé et réactif. Fonctions neurologiques intactes. Il s'en est sorti. Je souris et répondis, nous l'avons fait. Travail d'équipe. Puis je pris mes clés. J'avais un département à gérer et une vie à vivre. Être chef de neurochirurgie n'attendait ni les drames familiaux ni les médias. Mais peut-être que la prochaine réunion de famille serait différente. Peut-être qu'ils demanderaient enfin ce que je fais, et qu'ils écouteraient la réponse. Et si ce n'était pas le cas? Eh bien, c'était acceptable. Parce que je ne suis pas devenue neurochirurgienne pour leur approbation. Je le suis devenue parce que j'aime mon travail, le défi, la responsabilité profonde de tenir l'esprit de quelqu'un entre mes mains et de le réparer. Et cela suffisait largement. 6 mois plus tard, je me tenais au pupitre de la réunion annuelle des chaînes, invité pour la première fois à faire un discours sur ma carrière. Maman m'a présenté comme « notre fille », le docteur Émilie Chen, chef de neurochirurgie à l'hôpital métropolitain. J'ai parlé du cerveau, de la délicatesse de la chirurgie, des vies sauvées et de celles qu'on ne peut pas sauver. Et pour la première fois, ma famille a écouté. Après mon discours, ma plus jeune cousine de 8 ans s'est approchée. « Tante Émilie, je peux devenir neurochirurgienne comme toi ?» Je me suis mise à sa hauteur. « Tu peux devenir tout ce que tu veux. Et quand tu y arriveras, ne laisse personne te faire te sentir petite. Même la famille. » Elle hocha la tête sérieusement. « Je ne le ferai pas. » J'ai croisé le regard de ma mère à l'autre bout de la salle. Elle m'a souri, un vrai sourire, pas celui de façade. Ce n'était pas parfait. Il nous restait du travail, des blessures à guérir. Mais c'était un début. Et parfois, un début suffit amplement.